industrielle. Ici, vous avez quelques représentants. Monsieur Ousmane, qui est notre chargé pour la communication. Mademoiselle Claudia Chimboa, qui elle est mon assistante, celle qui me suit partout, qui prend mes notes, parce que moi, souvent, je n'ai pas le temps de tout noter. Et monsieur Dany Kouélé, si je me souviens bien, qui est notre journaliste et représentant pour Mediaplus, mais en même temps membre de H2O, parce qu'ils sont là sur le H2O, même si après les informations vont pas être circulées sur une échelle, ce n'est pas sûr, mais bon, on va essayer de faire le maximum. Donc voilà, je vous ai présenté H2O. Ben maintenant, je vais écouter un peu vos questions. Ouvrez le feu. Qui est-ce qui veut commencer? La jeune fille au fond. Directement, non. Indirectement, oui. Une fois, j'ai observé, il y a très longtemps déjà, un mouton, un des cabris l'on voit souvent dans la ville, qui était mort suite à s'être alimenté d'un sac plastique. Il s'est étouffé. Il est mort sous l'eau. C'est ce qu'on m'a raconté. Je suis arrivé après, bon, on ne pouvait pas faire grand-chose, malheureusement. La pauvre bête était déjà morte. Donc, on s'aperçoit qu'il peut y avoir des choses comme ça. D'ailleurs, n'oubliez jamais, on ne joue jamais avec le plastique. On ne met jamais un plastique sur la tête des enfants. C'est pas un jeu. Une autre question. Comment sont stockées les ordures ménagères au Gabon? Pardon? Comment sont collectées Stockées les ordures ménagères au Gabon? Doit-on les incinérer? Alors, la question a deux volets. La première, tu poses la question de dire comment sont stockées les ordures au Gabon. Comme dans beaucoup de pays, et même les pays industrialisés il y a très longtemps, disons un peu moins longtemps, on rassemblait les ordures et on les mettait dans un coin. Parce qu'on se disait, bon, c'est pas trop gênant. Si c'est en dehors de la ville, personne n'y fera cas. Puis ça ne pollue pas, parce qu'à cette époque-là, on n'avait peut-être pas conscience que ça pollue. C'est qu'après, on a commencé à prendre conscience. Donc, dans un premier temps, on les a écartés. Dans un deuxième temps, certains ont dit, tiens, pourquoi on ne les voudrait pas? Alors, il y a une possibilité de brûler les ordures. Mais toutes les ordures ne sont pas brûlables. Parce que certaines deviennent polluantes en brûlant. Et produisent des éléments chimiques extrêmement dangereux pour la santé humaine. Donc, tout n'est pas brûlable. D'autant plus quand on le fait, je vais dire, sauvagement. Ça veut dire qu'on arrive dans une décharge, on craque une allumette, on jette un peu de pétrole, et on allume. Ça, c'est ce que j'appelle sauvagement. Parce qu'il existe des appareils qui permettent de brûler, mais à très haute température. De l'ordre de 1000 degrés, voire même plus. Donc là, ça c'est pour la première partie. Au Gabon, on en est rendu au stade où on jette dans un coin. Ou même parfois dans la rue, malheureusement. C'est le cas aussi, vous savez comme moi, où on voit bien des poubelles sauvages un peu à droite à gauche. La deuxième chose, quelle serait la solution que l'on pourrait apporter à ça? Ben, c'est ce qu'on appelle la gestion des déchets. Alors la gestion des déchets, c'est quoi? Ça veut dire récolter dans de bonnes conditions, peut-être créer un tri sélectif, ça veut dire reconnaître les matières, et ça part en plus votre job. Et celles qui malheureusement ne peuvent pas servir de fertilisant au sol, c'est ce qu'on va appeler celles que l'on peut recycler. Et celles qu'on ne recyclera jamais aussi. Il y en a aussi, malheureusement. Peut-être pas beaucoup, mais il y en a. Par contre, la majorité. Et l'éducation. Mais le problème, c'est que quand on pollue, on détruit aussi notre santé. Donc c'est un peu l'histoire du chat qui se prend la queue. Si on n'attaque pas le problème de la pollution, ben, on aura toujours des problèmes de santé. Donc si on a des problèmes de santé, il ne faut pas s'étonner, c'est dû aussi à la pollution. C'est une des causes, oui. Mais on est très fort pour ça. L'être humain est très fort pour ce genre de choses. Y a-t-il une protection autour du Gabon? Qu'est-ce que tu entends par protection? Pour que les pays ne jettent pas leurs déchets au Gabon. Ben, pour l'instant, si vous prenez un exemple, je ne sais pas si je vous en ai déjà parlé, par exemple, les déchets que vous trouvez vers le Cap Lopez, pensez-vous qu'ils viennent du Gabon?
Non. C'est un courant marin qui les remonte depuis l'Angola, le Congo, le Zimbabwe, même l'Afrique du Sud. Ce sont des déchets qui arrivent du sud, d'en bas. Par contre, les nôtres, on les retrouve au Cameroun, au Nigeria et le long de la côte de l'Ouest africain. Vous savez, parfois vous entendez le soir ou la journée le camion de ramassage des ordures. Mais ramasser les ordures est une chose. D'où justement l'utilité de recycler et de passer à des sacs qui sont naturels, à des solutions naturelles. Quand on va faire les courses, Y a-t-il des études pour connaître comment la pollution s'est répandue? ben oui, pour que l'on sache comment elle s'est répandue, c'est qu'il a fallu que les gens se penchent sur la question. Ça a été des scientifiques. Je pense que les premiers qui ont dû le faire, c'est surtout des scientifiques qui s'intéressaient à la nature, qui ont commencé à être les premiers observateurs des différentes pollutions. Puis ben, aussi, il y a eu les catastrophes de notre siècle, la montocalise, des tas de choses comme ça. De voir des animaux pris dans des filets ou dans des sacs plastiques au cou et en train de s'étrangler. Bon, ben, tout ça fait que les gens se sont un peu réveillés. Certaines personnes se sont élevées au-dessus de la mêlée, au-dessus des autres, en disant non, ça ne peut plus continuer comme ça, il faut arrêter. Entre autres, comme je disais, le commandant à mon humble avis, en Afrique, on peut peut-être en trouver, mais du côté des pays du Maghreb et en descendant un tout petit peu vers les pays de l'Afrique de l'Ouest. Que deviennent les déchets du Gabon? Est-ce que c'est écologique? Pardon? Que deviennent les déchets du Gabon? Est-ce que c'est écologique? Ben, les déchets du Gabon, ils sont stockés dans... Exemple typique, la décharge de Tchangou. Tous nos déchets atterrissent là-bas. Pour la plupart. Les piles, les plastiques, les canettes alu, les bouteilles verres, les bidons plastiques encore, les sacs plastiques encore, nos habits usagés, tout ce qu'on n'a plus besoin. On trouve tout ça là-bas. Et pour dire écologique, c'est pas du tout écologique, puisque une décharge reste toujours une décharge, c'est un lieu où on entrepose tous nos déchets. L'association H2O compte combien de personnes? Actuellement, nous sommes 25 dans le Gabon. On a une délégation à Port-Gentil, une délégation à Libreville, une délégation dans le Haut-Ogooué, une autre dans le Volenten. Donc on commence à diffuser. Et après, on est aussi au niveau international. On est présent en Mauritanie, en France, au Congo, au Cameroun, bientôt Madagascar et en Argentine. Le morceau de plus en plus petit, ça veut dire qu'il va commencer à se fendiller, comme s'il y avait un ciseau invisible qui le découpait, mais de plus en plus petit, jusqu'à arriver à un stade microscopique. Mais même au stade microscopique, il va continuer à polluer. C'est pas parce que tu ne le verras plus qu'il ne polluera pas. Parce que justement, ce sont des produits chimiques. Quels sont les dégâts que produit ce plastique sur le corps humain? Sur Corps humain. le corps humain. Daté à peu près l'âge du plastique, ça existe depuis une soixantaine, 50 ans. Et il a fallu attendre pratiquement 50 ans pour découvrir que le plastique, soi-disant neutre, parce que la grande publicité qui disait, d'ailleurs même vous l'avez vu dans le documentaire, il y a un monsieur qui intervient qui dit le plastique c'est fantastique et qui défend au moins le plastique issu de l'industrie chimique. Et le plastique malheureusement n'est pas si fantastique que ça, parce que maintenant on commence à avoir des études avec le recul qui nous permettent de voir que ce fameux produit soi-disant neuf n'est pas si neuf que ça. En chauffant, il diffuse des éléments chimiques dans le liquide qui est contenu, qui va diffuser dans le biberon, dans l'eau du biberon, dans le lait du biberon. Et cet élément chimique va peut-être provoquer plus tard, je n'ai pas dit sûr, on n'est pas sûr, mais va peut-être provoquer plus tard des maladies, des cancers. On prend la décision, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue comme ça, sachant que ça peut être dangereux pour notre santé, ou est-ce qu'on essaye d'intervenir? Donc l'intervention, elle va se faire sous deux axes. Arrêter le plastique. Si demain, M. Auguste avait la possibilité de dire dans le monde entier, on stoppe le plastique, plus de plastique, c'est pas possible. Regardez autour de vous. Regardez tout ce que vous avez en plastique autour de vous. Déjà là, rien que sur la table. Vos couvertures, vos stylos, les trousses, les cartables, les bracelets de montre, les chaussures, pour certaines, sont plastifiées. Nos vêtements même contiennent du plastique.
Donc c'est impossible. Dans l'immédiat, c'est impossible. Donc il faut enfin trouver des solutions. On commence à en trouver. Pour les sacs plastiques, il existe ce qu'on appelle des bioplastiques, qui sont issus directement des déchets de l'agriculture biologique. On se sert de ces déchets, en les traitant d'une certaine manière, on arrive à obtenir du plastique. Il y a d'autres solutions, il y a d'autres voies. Par le lait, on sait aussi qu'on peut arriver à produire du plastique. Ce sont des plastiques naturels. Ça veut dire que ces plastiques-là, demain, par inadvertance, je ne dirais pas que tu l'as fait exprès, tu vas jeter un plastique, il va se décomposer en 2-3 mois et restituera tous ces éléments nutritifs au sol. Il permettra, comme dans le cas du pourrissement de la pomme, de fertiliser le sol. Que veut dire l'expression tourbillon d'ordures? Tourbillon d'ordures, c'est parce qu'on a constaté que sur le globe terrestre, dans nos océans, il y a certains endroits où se forme un tourbillon qui est en définitive la convergence, si vous voulez, le lieu de... Le point de ces tourbillons, c'est que toutes choses jetées dans l'océan vont se retrouver dans ces tourbillons, en quantité importante, concentrée. Et c'est là où c'est que justement on appelle ça des tourbillons de déchets. Et les déchets, tu vas en trouver, mais vraiment des quantités importantes, sous différentes formes. Du plus gros, on pourrait dire macro déchets, au plus petit, micro, qui lui malheureusement va être avalé par les animaux vivant dans l'eau. Et les plus petits, que l'on appelle le plancton. Ça évitera de reproduire du plastique, d'utiliser du pétrole pour faire du plastique. Là, on peut réutiliser déjà le plastique qui existe, que l'on retraite et que l'on remet au début de la chaîne pour refaire autre chose. Soit un stylo, soit un peigne, soit une règle, soit... On peut. Et c'est là où vous voyez aussi tout le travail, en attendant qu'on ait mieux, qu'on retourne à des choses plus saines, où ça ne sera plus une question d'argent. Qui vous a-t-il choqué au Cameroun? Ah ben, ce film m'a extrêmement choqué, oui, puisque si je me suis permis même d'écrire à la journaliste pour lui demander si elle pouvait me donner, parce qu'il faut bien que vous fassiez comprendre, ce DVD que vous avez vu m'a été donné par le réalisateur, le producteur et la journaliste. Ils nous ont envoyé 3 DVD gratuitement pour que justement on ait diffusion et que nous expliquions aux gens la problématique du plastique. Donc déjà, ça prouve que quelque part, on a été touché par ce documentaire. Pourquoi il est touchant? Parce qu'il faut pas oublier que, je vous le disais tout à l'heure, notre Terre, c'est 70% de l'océan. Et que, malheureusement, jusqu'à nouvel ordre, on a trouvé des endroits où on pourrait peut-être envisager d'habiter, mais c'est tellement loin qu'on n'a pas les possibilités d'y aller. Donc demain, si notre Terre est tellement polluée par le plastique et d'autres produits, parce qu'il n'y a pas que le plastique, mais le plastique, si vous voulez, c'est celui qui dirige tous les regards sur lui, parce que c'est celui que l'on constate le plus souvent dans la nature, ou même dans la rue. Vous marchez dans la rue, vous voyez des bouteilles plastiques, vous voyez des sacs plastiques, vous voyez des choses comme ça en permanence. On voit moins les pollutions chimiques, on voit moins les pollutions par hydrocarbures. Je pense que ce combat-là est important. C'est le premier combat que doit mener l'homme, qu'il soit le plus jeune ou le plus grand. C'est le premier combat. On doit trouver des solutions. Et les solutions, on les trouvera ensemble. Aussi bien les enfants que les adultes. Dites-vous bien, vous êtes autant concernés que nous. Parce que nous, on a déjà fait une partie du chemin. Au meilleur des cas, il nous en reste le double. Voire un tout petit peu plus si on est généreux. Et vous allez démarrer votre vie. Donc, il vaut mieux démarrer une vie dans un monde propre et sain, ou un environnement sain, que dans un monde sale qui ressemble à une poubelle. L'avenir sur une poubelle n'est pas très florissant, je pense, ni pour les uns ni pour les autres. Donc, il est plus intéressant d'avoir un meilleur avenir et de... Vous entendez tous parler, puisque je pense que tous sont intelligents, de réchauffement climatique. Est-ce que le climat est un passeport pour aller du Gabon au Cameroun ou aller en France? Non. Est-ce que le sac plastique qui est au Gabon, il a un passeport, malgré qu'on retrouve au Cameroun ou au Nigeria? Quand vous allez sur la plage,
Savez-vous que les déchets que l'on trouve ici, sur cette plage du Cap Cortez, d'après vous, ils viennent d'où? Ils viennent du Gabon? De quel pays d'après vous? Non. Ils viennent du bas de l'Afrique. Il y a un courant qui remonte, et en effectif on profite des déchets de l'Afrique du Sud, de la Namibie, de l'Angola et du Congo. Mais les nôtres, ce sont les autres qui les récupèrent. Parce qu'ici, il y a un grand courant qui passe le long et qui crée justement un tourbillon ici parce qu'il rencontre d'autres courants. Et dans cette zone-là, certainement, on doit avoir une concentration de déchets de toutes sortes, mais en particulier en grande quantité de plastique, évidemment, dans cette zone-là, certainement. Disons, si tu veux, le vrai problème qu'il y a, c'est que l'homme, je vais d'abord parler de l'homme. L'homme, c'est souvent considéré en dehors de la nature, ce qui est un tort. Nous faisons partie intégrante de la nature. Nous sommes issus de la nature. Et nous avons été certainement la dernière espèce à apparaître dans la nature, pour l'instant, dans l'état des découvertes. Nous avons, grosso modo, l'homme à 10 millions d'années d'existence. À titre de comparaison, comme je sais que beaucoup d'enfants de cette génération-là ont été passionnés par Jurassic Park, les dinosaures ont vécu 300 millions d'années sur notre planète. Les dinosaures ont vécu 300 millions d'années sur notre planète. Nous, on a vécu 10 millions d'années. Les dinosaures sont où actuellement? Mort. Qu'est-ce qui les a récupérés? Les os. La nature. Nous, on a 10 millions d'années. Mais la différence d'eux, c'est qu'eux n'ont jamais rien construit, n'ont jamais rien créé, pour l'instant, dans l'état de nos connaissances. Nous avons créé des tas de choses. Et surtout, ces 100 dernières années qui sont utiles. On est passé d'un monde en définitive qui se servait de la nature pour ses ustensiles, actuellement de signer un document avec. D'autres se sont penchés sur la possibilité de récupérer dans ces sacs plastiques le pétrole et d'en faire du carburant. C'est une solution, mais le problème c'est que tout ça coûte très cher. Alors les actions de H2O actuellement, nous c'est d'arriver à faire signer que cet interdit existe. On n'utilise plus les sacs, que ce soit plastique, oxodégradables, ou ce que l'on veut nous faire croire oxo-biodégradable, parce que le terme ne va pas. Quelque chose de chimique ne peut pas être biodégradé, car il va polluer les éléments qui vont se charger de pourrir le sac. Donc, malheureusement, il ne peut pas être bio. Et de passer donc au sac biodégradable et compostable. Compostable, si tu veux, veut dire, une fois que c'est désagrégé naturellement, tous les éléments qui étaient dans ce sac plastique qui sont naturels vont permettre d'améliorer la terre. Cette terre va être très fertile. Si tu mets un haricot dans un pot de terre normale et un pot de terre où c'est que tu vas ajouter 10 morceaux de ces sacs biodégradables et compostables, tu vas voir que la plante va mieux pousser. Donc ça, c'est la première action que l'on essaye de mener à contre la vie. Une fois que cela sera fait, on va s'occuper de la gestion des déchets. Ça veut dire la gestion actuelle, future, mais aussi traiter les problèmes de l'ancienne décharge.